Table ronde ce matin sur la situation au Proche-Orient, au 11e mois de la guerre à Gaza, et alors que se sont déroulées des manifestations monstres dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem, après l'annonce dimanche de l'exécution de 6 otages par le Hamas. Pour en parler en studio, ici à France Inter, Rim Momtaz, bonjour. Bonjour. Géopolitologue à Carnegie Europe. Vincent Lemire, bonjour. Bonjour. Historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, auteur d'Anatomie d'un conflit avec Thomas Negaroff aux éditions Les Arènes. Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël chez Autrement. J'ajoute que vous êtes le fondateur et l'animateur des 9e rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer qui se tiendront du 19 au 22 septembre. Soyez les bienvenus. On va donc parler de la situation dramatique de Gaza dans un instant, mais un mot d'abord de ces manifestations massives en Israël, accompagnées d'une grève dans plusieurs villes du pays. C'est l'annonce de l'exécution de 6 otages par le Hamas qui a suscité cette onde de choc. Comment avez-vous reçu ces images impressionnantes? Qu'est-ce qu'elles disent, Rim Momtaz, selon vous, de l'état d'esprit de la population israélienne? Elle révèle deux choses. Elle révèle d'un côté de vraies divisions qui continuent de s'approfondir dans la société israélienne. Ça ne date pas du conflit, de ce conflit à Gaza, mais ça date depuis plusieurs années maintenant. On est à 300 000 personnes quand même qui prennent les rues parce que elles veulent infléchir la conduite de cette guerre. Elles veulent le retour des otages et elles sont conscientes, et pour elles pensent que le Premier ministre ne pense pas que le retour de ces otages est une priorité pour lui. Mais d'un autre côté, moi ça me fait penser aussi un peu à l'histoire. En septembre 82, 400 000 Israéliens ont manifesté contre la conduite de la guerre au Liban par les soldats israéliens et ont demandé des enquêtes après les massacres dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila. Aujourd'hui, on n'entend pas ça. Il n'y a pas de revendication ou de demande d'enquête, alors que on voit de plus en plus de preuves dans les réseaux sociaux, d'ailleurs des soldats israéliens que eux-mêmes mettent en ligne, de crimes de guerre à minima. Frédéric Ancel, qu'avez-vous entendu dans ces manifestations? On veut voir revenir les otages, il faut un cessez-le-feu, il faut la paix, Netanyahou démission. C'est tout ça à la fois ou c'est surtout d'abord et avant tout les otages? Alors c'est tout ça à la fois et c'est bien le problème parce qu'on est dans une injonction contradictoire. L'immense majorité des Israéliens considèrent que Netanyahou mène mal cette guerre. D'ailleurs, dans toutes les enquêtes d'opinion, cette défiance vis-à-vis du Premier ministre et de sa coalition se retrouve dès l'après-midi du 7 octobre, donc début de la guerre, pogrom du Hamas en Israël et début de la riposte israélienne. Et en même temps, une partie très importante des Israéliens, ceux qui ne sont pas descendus dans la rue, c'est-à-dire quand même la majorité des gens, je rappelle qu'il y a 10 millions d'Israéliens, de citoyens israéliens, sont tout en n'appréciant pas nécessairement, voire en détestant cette coalition, considère que si il devait y avoir aujourd'hui un accord, allez on va dire mal ficelé ou pas suffisamment bien ficelé, eh bien on retrouverait le syndrome Shalit. Alors je vous rappelle que Shalit, c'est ce soldat israélien qui avait été échangé contre 1072 prisonniers palestiniens il y a un peu plus de 10 ans de cela. Parmi ces 1072 prisonniers palestiniens, il y avait un certain Sinoir. Et là, si vous voulez, aujourd'hui en Israël, on est sur... Qui est aujourd'hui le chef du Hamas. Qui est évidemment le chef du Hamas et qui est vraisemblablement l'organisateur du grand massacre du 7 octobre. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les Israéliens sont extraordinairement partagés, moins sur la détestation de la coalition, qu'on retrouve encore une fois dans toutes les enquêtes d'opinion, que sur la manière de faire. J'ajoute juste un point si vous le permettez. Dans une démocratie, il est tout à fait rarissime qu'une grève générale et que de telles manifestations soient organisées non pas sur le plan, dans le domaine social, économique, professionnel, mais sur le plan strictement géopolitique, voire militaire. D'après plusieurs médias israéliens, Vincent Lemire, au moins 3 des otages tués figuraient sur la liste des personnes à libérer au cours de la première phase du cessez-le-feu qui n'a pas abouti. Est-ce que les manifestants accusent aussi Benyamin Netanyahou de brader la vie des otages ou de faire passer l'impératif de leur sauvetage après des impératifs militaires?
Oui, c'est exactement ça en fait. Je crois que ce qui s'est passé dimanche et qui continue de se passer, c'est un choc émotionnel et presque viscéral en fait dans la population israélienne, et pas seulement à gauche, y compris à droite. Il y avait beaucoup de religieux dans ces manifestations, religieux, laïcs, droite, gauche. La population israélienne a l'impression que son Premier ministre, et c'est la vérité, a déchiré le contrat minimum qui lie l'État à ses citoyens. Expliquez-nous. Contrat de protection. Et ce contrat de protection, c'est le contrat fondateur de l'État d'Israël. C'est la raison d'être même de l'État d'Israël. Il dit quoi, ce contrat ? Cet État a été fondé pour mettre en sécurité les Juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme. Donc c'est pas un mandat accessoire de l'État. Parmi le régalien, c'est véritablement le socle fondateur, le consensus minimal. Alors un contrat qui a été déchiré pour des raisons militaires, il faut le dire vite, parce que tout le staff militaire, le ministre de la Défense, quand même, le chef du Mossad, le chef du Shin Bet, tous disent explicitement, devant les micros, en conférence de presse, que le couloir de Philadelphie n'est pas un objectif militaire prioritaire et qu'il faut absolument libérer les otages. On va venir au couloir de Philadelphie. C'est plutôt pour sa propre carrière que Netanyahou a déchiré ce contrat, et c'est évidemment beaucoup plus grave. Déchirer le contrat fondateur de l'État d'Israël, êtes-vous d'accord avec cette analyse, Rim Momtaz, puis Frédéric Ancel ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Israël est dans une crise existentielle, en fait, israélienne. Israël est supposé protéger les Juifs. Le 7 octobre, tout l'appareil sécuritaire a failli. Ça ne s'était jamais produit. C'est un choc et c'est un traumatisme qui continue aujourd'hui dans la population et qui va rester très profondément dans la population, qui d'ailleurs va accélérer cette transformation de l'État d'Israël qui ne ressemble plus sociologiquement parlant à ce qu'il était quand il a été fondé. Donc il faut vraiment qu'on voit comment est-ce que ça va se terminer, ces divisions et cette transformation. Frédéric Ancel. Un précédent tout de même, c'est la guerre du Kippour. Les premiers jours de la guerre du Kippour, 6, 7, 8, 9 octobre 73, ça se passe extrêmement mal. Les renseignements ont très largement failli. La classe politique a largement failli. Le ministre de la Défense, qui à l'époque était vénéré, qui était Moshe Dayan, a largement failli. Vraiment, il y a une très grande différence. Et là, je vous rejoins. La grande différence, c'est que d'abord, Golda Meir démissionne assez rapidement. Son ministre de la Défense démissionne assez rapidement. Le chef d'état-major est poussé à la démission. Et on a des élections anticipées. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Netanyahou et surtout son extrême droite qu'il a lui-même placé au pouvoir après le scrutin du 1er novembre 2022 ne sont absolument pas prêts à faire ce type de geste, et les contritions de Netanyahou, on l'a encore entendu, sans doute d'ailleurs est-il sincère, je ne suis pas là pour juger je suis pas dans son... Il a demandé pardon de ne pas avoir ramené en vie les otages. C'est très difficile de savoir s'il est sincère ou pas, mais c'est pas tellement le problème. Mais politiquement, et ce qui a été dit par mes deux camarades ici présents est très juste, une grande partie des Israéliens le soupçonnent, le mot est faible, de vouloir surtout défendre son poste et défendre sa coalition, sans l'extrême droite de laquelle il chuterait. Venons-en à la situation à Gaza, où la barre des 40 000 morts a été franchie selon le bilan du ministère de la Santé du Hamas. Qu'est-ce que ce chiffre suscite en vous comme réaction, Vincent Lemire? Vous nous disiez en préparant cette émission qu'à Gaza, les morts sont des chiffres anonymes, pas d'images, car pas de journalistes. Alors qu'en Israël, les otages sont des visages, des histoires, l'émotion est plus forte. Du coup, il faut arriver à penser les deux. Oui, on s'approche du triste anniversaire du 7 octobre, à Gaza comme en Israël. On a tous le sentiment, et je pense que les auditeurs qui nous écoutent, on a le sentiment de s'enfoncer toujours plus profondément dans l'horreur et dans la tragédie. J'allais dire avec les morts palestiniens qui sont sous les décombres de Gaza, avec les 6 otages israéliens qui ont été enterrés il y a quelques heures. Effectivement, la différence, c'est que il n'y a pas de journalistes à Gaza, on le sait, vous le savez. Donc il y a très peu de visages, très peu d'histoires. Il n'y a pas de journalistes occidentaux, en tout cas il n'y a pas les grandes agences. Alors que ces otages, on les connaît, on a l'impression de les connaître presque intimement. Hersh, qui vivait dans le quartier de Baka à Jérusalem, c'est quelqu'un, c'est un jeune homme auquel on peut s'identifier. Et les chiffres, vous avez raison, les chiffres, 40 000 morts, au moins 40 000 morts, dont au moins 30 000 femmes et enfants.
donc innocents par définition, 30 000, ça correspondrait pratiquement à 1 million de morts en France. Ces chiffres ont pratiquement une capacité anesthésiante sur nous. C'est ça qui est terrible. C'est que, vous vous souvenez, il y a quelques mois, on parlait des 30 000 morts. C'est-à-dire, on programmait encore des émissions parce qu'il y avait 30 000 et non plus 20 000. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire, ces chiffres ne veulent plus rien dire. Ils ne nous disent plus rien. On est obligé de les ramener à une réalité française pour qu'ils continuent de nous frapper. On est dans ce moment-là. On est dans ce sentiment d'étouffement, d'écrasement qui, je pense, n'a jamais été aussi fort. Frédéric Ancel. Alors, une nuance, pas sur ce qui vient d'être dit, mais sur l'épaisseur légitime de la couverture médiatique de ce conflit et des morts palestiniens. Et je rejoins absolument Vincent en ce qu'il dit que l'immense majorité de la population civile de Gaza est innocente. D'ailleurs, non pas l'immense majorité, la totalité de la population civile est innocente, ce qui n'est pas le cas du Hamas, dirigé et composé de véritables barbares. Et j'emploie le mot à escient. Mais l'épaisseur de cette couverture médiatique, elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur de la couverture médiatique d'autres conflits et d'autres guerres, d'autres massacres, d'autres crimes contre l'humanité, d'autres crimes de guerre qui se jouent aujourd'hui dans le monde, et je pense notamment au Soudan. Ça ne veut pas dire, entendez-moi bien, qu'il ne faut pas en parler. Je rejoins ce qui a été dit. Simplement, je nuancerai dans la mesure où dans tous les conflits, vous avez plusieurs phénomènes de type 1, kilomètre émotion, 2, lassitude, 3, préoccupation majeure des gens qui ne se situent pas sur cette zone. Je pense par exemple récemment aux différentes élections qui ont eu lieu en France ou en Europe, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas. Moi je serais là-dessus plus nuancé. Je pense qu'il y a à juste titre, et tant mieux, et vous voyez je suis là pour en parler aussi avec vous, beaucoup de choses qui sont dites, et en général d'ailleurs, en France en tout cas, de manière mesurée, pondérée, constructive sur la complexité de ce conflit. Rime Momtaz. Oui, pour rebondir sur ce que Frédéric Ancel vient de dire, il a raison. Ce conflit attire beaucoup plus d'attention, mais c'est parce que, en partie, donc évidemment il y a tout le quotient émotionnel, le quotient émotionnel qui vient avec, mais c'est aussi parce que Israël est unique dans le sens où c'est un pays démocratique qui est soutenu à fond par les États-Unis, qui est la grande puissance occidentale, libérale, démocratique, qui a construit l'ordre international qui a prévalu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, les États-Unis soutiennent cette manière de faire la guerre qui est, à minima, problématique. Et vous étiez en train de parler des 40 000, on ne sait même pas quels sont les vrais chiffres et l'étendue du problème. Et d'ailleurs, je pense qu'on va découvrir un gros choc quand cette guerre s'arrêtera. Mais avec ces 40 000 ou ces dizaines de milliers, il y a aussi un problème pour cet ordre international qui est basé sur le droit international. Et aujourd'hui, en dehors du monde occidental, il y a un sentiment de deux poids deux mesures et que le droit international, en fait, n'existe que pour un certain genre de personnes et pas pour tout le monde. Vous voulez répondre, Frédéric Ancel ? Ce sentiment existe, un sentiment est par définition subjectif, et lorsque des gens, notamment des confrères universitaires dans ce qu'on appelle un peu paresseusement le Sud global, me disent cela, et je l'entends, je leur rétorque immédiatement la Russie. C'est-à-dire qu'en réalité, et tout à l'heure d'ailleurs, notre ami Pierre Aski le disait très bien, en réalité tout est question, presque tout est question de rapport de force dans les relations internationales. Je rejoins ce qui a été dit, mais si vous voulez, de l'autre côté, évoquer la Chine, la Russie, et sans même ces grandes puissances, évoquer d'autres petites, moyennes puissances qui, pour le coup, ne respectent absolument jamais ce même droit international, ça illustre une situation globale et qui ne concerne pas que le Proche-Orient ou les États-Unis ou Israël. Rime Momtaz disait, le jour où cette guerre finira, ce jour-là, le voyez-vous arriver, Vincent Lemire? Si oui, je vais pas vous demander quand, mais sous quelles conditions, dans quelle configuration? Mais il aurait pu s'arrêter lundi après-midi. Et là, je voudrais répondre à Frédéric Ancel sur ce point-là. Netanyahou est un menteur et Netanyahou a menti lundi après-midi, puisqu'on a maintenant des déclarations officielles du chef du Mossad, du chef du Shin Bet, qui nous disent que Netanyahou, lundi après-midi, 4 heures avant sa conférence de presse, a accepté le retrait des troupes israéliennes du couloir de Philadelphie, qui est le point bloquant du cessez-le-feu. Alors expliquez-nous pourquoi. Et
4 heures plus tard, face à la pression de son opinion publique, comme d'habitude, il prend le contre-pied, il fait une provocation en disant « nous ne nous retirerons jamais du couloir de Philadelphie ». Ce que je veux dire par là, c'est que cette guerre peut s'arrêter cet après-midi, elle aurait pu s'arrêter lundi après-midi, le cessez-le-feu est prêt, l'accord cessez-le-feu contre otages, il est prêt sur le plan technique, il est prêt sur le plan logistique, il manque le courage politique de Netanyahou, qui, comme l'a dit Benny Gantz, doit protéger sa population avant sa coalition. C'est aussi simple que ça. Et c'est l'horreur de dire ça 11 mois après le 7 octobre. J'ai dit à un micro, si on arrivait à 10 000 morts, vous imaginez, quelqu'un m'a dit, mais comment vous pouvez parler de 10 000 morts? On est bien au-delà. On n'imaginait pas que ça dure aussi longtemps parce qu'on a, il faut le dire, on a à la tête de l'État d'Israël quelqu'un qui a balancé par-dessus bord, y compris les exigences de sécurité de sa propre population, au profit du maintien de sa carrière personnelle. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Vincent Lemire dit que c'est, acté, documenté. Frédéric Ancel, qu'en dites-vous? Sur Netanyahou, je crois qu'il y a pas beaucoup de débats. Non, mais c'est lui qui bloque en première et en dernière instance. Attention, tout. Non, moi je pense que Netanyahou ne peut pas tout faire. Mais une grande partie de l'opinion publique israélienne, je le disais tout à l'heure, avec force et vigueur, et je le répète, et y compris la droite israélienne, dont une partie des leaders n'adresse même plus la parole à Netanyahou. Bien sûr, simplement dans cette guerre, il y a 2 belligérants. Et de l'autre côté, encore une fois, ce n'est pas pour remettre en cause les responsabilités écrasantes de Netanyahou et de son extrême droite au pouvoir. De l'autre côté, nous avons affaire à de véritables barbares tombés dans une dimension, à mon avis, aujourd'hui apocalyptique. Et la guerre aurait pu effectivement s'arrêter sans doute ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Elle aurait pu ne jamais commencer avec le pire pogrom depuis 1945. Rim Momtaz. Alors c'est vrai, sauf que les chefs du Mossad et du Shin Bet, donc les services de renseignement militaires et civils israéliens, disent depuis juillet que le Hamas, terrible, terroriste, etc., ont accepté l'accord de cessez-le-feu et que c'est Netanyahou qui a rajouté des conditions à la dernière minute, qui a bradé ce cessez-le-feu, et eux-mêmes, donc eux qui sont les professionnels de la sécurité d'Israël, et on ne peut pas les targuer d'être des colombes, disent on n'a pas besoin d'être dans le couloir de Philadelphie parce que on peut très bien reprendre le contrôle de la sécurité. Joe Biden a déclaré lundi: nous sommes proches d'un accord pour la libération des otages, mais je ne pense pas que Netanyahou en fasse assez. Est-ce que le fait qu'il ne se représente pas à la présidentielle de novembre lui donne une liberté de ton et peut-être d'action supplémentaire qu'il n'avait pas s'il avait été en campagne? Frédéric Ancel. Liberté de ton, oui. Liberté d'action, non. Et c'est le paradoxe d'une véritable grande démocratie que sont toujours les États-Unis. Biden ne veut pas, en vrai démocrate, je veux dire démocrate au sens générique du terme qu'il est, ne veut pas prendre la responsabilité morale aujourd'hui de dire et surtout d'acter des choses en matière d'affaires étrangères qui mettraient éventuellement en difficulté sa successeur, et a fortiori si c'est sa successeur, camarade démocrate, est là avec un D minuscule. Donc oui, aujourd'hui il peut s'exprimer davantage, mais je pense que pour la même raison, et c'est un faux paradoxe, jusqu'au 5 novembre, il n'agira pas de manière forte. Il n'y aurait pas de différence de politique étrangère sur ce dossier si Kamala Harris venait à être élue? Quand elle sera élue, quand elle sera dans le bureau ovale, bien sûr. Tant qu'elle est candidate, elle est d'une certaine manière plus fragile que jamais. Mais ce qui est évident, c'est que Netanyahou compte évidemment sur la victoire de Trump, comme Poutine d'ailleurs, pour reprendre le papier de Pierre Aski. Tout cela parie sur la fin du droit international, sur l'avènement du règne de la force. Ça n'est pas écrit. Et donc, oui, le droit international est la seule solution pour séparer des belligérants, que ce soit des gens qui ont subi une violence dans l'espace public en France, ou que ce soit entre deux États. Le droit international est la seule solution pragmatique pour mettre fin à ce conflit. Et si Trump revenait au pouvoir, Rim Momtaz, quelle pourrait être la position américaine ?
Je pense que Trump et Netanyahou sont tous les deux très cyniques. Je pense que Netanyahou aujourd'hui pense qu'il a 2-3 mois pour faire tout ce dont il veut faire et de ce dont il pense avoir besoin de faire. Et si Trump est élu en janvier, en février, il pourrait déclarer la victoire à Gaza. Il va la définir comme il voudra et il voudra empocher un accord stratégique avec l'Arabie Saoudite que Trump pourrait mettre en place pour continuer les accords d'Abraham. Je pense qu'ils sont tous les deux aussi cyniques l'un que l'autre. Le problème, évidemment, c'est que depuis un an, la diplomatie américaine a montré qu'elle était faible, qu'elle ne savait pas utiliser ses leviers. Ce n'est pas d'ailleurs une situation sans précédent. Vous savez, Eisenhower, Reagan et George H.W. Bush ont tous utilisé les leviers qu'ils avaient contre Israël à un moment pour infléchir des conduites de guerre de la part d'Israël. Aujourd'hui, les États-Unis ont oublié comment utiliser leur puissance et leurs leviers avec un des alliés les plus importants des États-Unis. Frédéric Ancel. Je serais peut-être encore un tout petit peu nuancé, et Rim a eu raison de lâcher le nom d'Arabie Saoudite. Depuis le début de cette guerre terrible, tout de même un phénomène géopolitique ne laisse de nous passionner, c'est le soutien, parce que franchement, il s'agit d'un véritable soutien, et parfois jusqu'à la dimension militaire, de la grande majorité des régimes arabes, qui d'ailleurs aujourd'hui sont très modérés, en tout cas sur la question israélo-palestinienne, la majorité d'entre eux sont plutôt modérés, et c'est vrai pour l'Arabie Saoudite, pour les Émirats, mais ça va jusqu'au Maroc, et qui finalement laissent Israël faire le sale boulot. Et le sale boulot, c'est la destruction de l'une des branches les plus fanatiques des Ikhwan, des frères musulmans, qui elle-même est une confrérie extrêmement violente et qui fait peur à ces régimes. Mais de ce point de vue-là, au fond, les États-Unis ont-ils réellement besoin d'exercer autant de pression sur Israël, dans la mesure où même une partie de ces régimes arabes ne le souhaitent pas forcément? Et j'ajoute une cerise sur le gâteau, alors là on est en marge du conflit à Gaza, mais face à l'Iran et au Hezbollah, on a vu non seulement les États-Unis sur le plan politique et militaire, mais également des pays puissants encore dans la région comme la France et le Royaume-Uni prendre fait et cause pour Israël. Alors on n'est plus effectivement à Gaza, néanmoins on reste quand même dans une crise moyen-orientale avec Israël comme partenaire principal de ces États. Vincent Lemire, le mot de la fin. Oui, quand on aura un Premier ministre et un ministre des Affaires étrangères, et quand on arrêtera de se regarder le nombril, que ce soit dans la joie des JO ou dans le feuilleton grotesque du prochain gouvernement, peut-être que la France pourra se souvenir qu'elle a un siège permanent au Conseil de sécurité, qui est le seul siège de l'Europe. Peut-être qu'elle se souviendra que l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël, et peut-être qu'elle pourra refaire de la diplomatie. On peut rêver. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. Frédéric Ancel, je rappelle ces rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer du 19 au 22 septembre. Vincent Lemire, je rappelle votre Anatomie d'un conflit avec Thomas Negaroff aux éditions Les Arènes. Et Rim Momtaz, je rappelle que vous êtes géopolitologue, à Carnegie Europe. Merci.